Le supplément média. Le supplément média avec l'événement de l'année, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est la sortie en kiosque du spécial vin du Point. Bonjour Jacques Dupont. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste au Point et depuis combien de temps vous n'osez pas le dire. En tout cas, non, on a commencé oui, si je peux le dire, on a commencé en 99. Oui. Ouais, mais nous on se connaît depuis très très longtemps et j'ai toujours un plaisir fou à vous interviewer chaque année pour nous parler de ce spécial vin. Donc c'est un numéro du Point qui est paru la semaine dernière et qui est toujours en kiosque, hein. Et on peut retrouver. Oui, il reste 3 semaines en kiosque. Voilà. Et surtout, il y a le site internet du Point, Gilles va en parler, où il y a énormément de vidéos. Moi, j'ai adoré sur le site du Point parce que j'ai été voir vos vidéos. Alors, ça donne envie, hein, parce que les rencontres, la façon dont vous êtes sur les vidéos est assez incroyable. Parce qu'il y a à la fois le passionné, mais à la fois la personne qui est didactique. Je vous ai vu avec les cavistes, leur donner des conseils, être admiratif. J'ai adoré ça. Est-ce que aujourd'hui, la passion se perd chez les cavistes? Est-ce qu'ils pensent encore à faire du bon vin ou à faire des bonnes ventes? Attends, tu parles de cavistes ou de vignerons? Parce que c'est pas pareil. Non, je parle des les cavistes, ce sont ceux qui vendent le vin en ville. Oui, mais parfois, il y avait une vidéo sur comment choisir les vins qu'on met dans sa cave. Et est-ce qu'on privilégie les bons vins ou ceux qui vont se vendre le plus? Non, aujourd'hui, les cavistes, alors si vous parlez des cavistes, hein, pas des vignerons, les cavistes, il y a une génération qui est beaucoup plus brillante que celle qui a été autrefois. Autrefois, c'était des agents qui passaient et qui proposaient des vins aux cavistes. Voilà. Aujourd'hui, les cavistes, ce sont des gens qui vont dans le vignoble. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est essentiellement des reconversions. C'est assez amusant. Enfin, pas essentiellement, mais 50% au moins. J'ai pas fait de statistiques, hein. Mais sont des reconversions. Ce sont des gens qui sont allés. Alors, j'aime pas beaucoup le mot passion parce qu'il est mis à toutes les sauces, mais c'est quand même un peu ça, quoi. Ouais, alors il y a tout un dossier dans le Point. Il y a tout un dossier sur les cavistes justement, hein, à découvrir. Chaque année, on essaye de mettre 100 cavistes un peu à l'honneur, de les faire connaître. Alors c'est quand même assez amusant parce que vous allez dans des régions où il y a plus d'industrie, il y a plus rien, les commerces ont disparu, il y a toujours un caviste. Ouais, ça c'est marrant. Alors votre édito, je le conseille évidemment parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous dites ce que vous pensez. Il y a donc vous dites on ne boit plus, on déguste. C'est-à-dire qu'on est passé d'une consommation, j'ai envie de dire, quotidienne, à une dégustation peut-être plus choisie, avec des vins. Alors, est-ce que c'est un reproche ou pas? Vous préfériez quand on buvait? Parce qu'il y a un peu d'ironie quand vous dites on déguste. Oui, je parle des machines à café dans les hôtels où on met une dégustation après un truc qui est noir qui coule, mais qui est pas vraiment en état. Et non, je regrette non pas les gens qui buvaient 3 litres de vin par jour, mais je regrette le vin populaire. C'est un peu différent. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture du vin, qui était un peu l'apprentissage par le grand-père ou par les parents de l'adolescent, on lui apprenait à boire avec raison, avec sa tête et pas avec son estomac. Cette époque-là est finie et elle est terminée. J'espère qu'elle reviendra peut-être un jour, mais on a besoin pour appréhender la vie de transmission et notamment vis-à-vis du vin qui contient l'alcool. Il y a besoin d'une transmission et d'une éducation. Vous dites la baisse de la consommation est-elle l'amorce d'une société sans plaisir ou d'une profonde remise en cause des pratiques et de l'offre? Il y a une baisse de la consommation réelle du vin aujourd'hui en France? Oui, il y a une baisse. Alors, elle est en continu depuis très longtemps. Hein. On est effectivement passé d'une consommation. Alors, faut savoir aussi que nos grands-parents, ils buvaient des vins à 8 degrés, 9 degrés. Le changement climatique a énormément, il est survenu très très rapidement. Il a énormément changé les choses. Vous savez, à Bordeaux, dans les grands crus du Médoc, quand on avait 10 degrés sur les Cabernet Sauvignon, on était très contents. Aujourd'hui, les Cabernet Sauvignon, c'est un cépage. Hein, ils sont à 14 degrés. Ouais. Et ça s'est fait en 15 ans de temps, ça. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui. Non, pardon, 15 ans de temps, je vous laisse finir. Non, en 15 ans de temps, le bouleversement a été extrêmement rapide. À la fin des années 90, dans ces grands crus, on achetait encore des machines qui valaient très très cher
pour retirer de l'eau du vin et gagner en degrés. Absolument. Et aujourd'hui, ces machines, elles sont sous des bâches et elles ne servent plus du tout. On essaye plutôt, au contraire, par des moyens de taille de la vigne, etc., de baisser les degrés d'alcool. Évidemment, tout ce qu'on parle, Valérie, c'est à consommer avec modération. Toujours à consommer avec modération. Et on le rappelle. Est-ce que finalement, le plus gros problème, puisque vous parlez de transmission, c'est que les boissons, cocktails, gin, vodka, orange, tous les mélanges qu'on peut faire avec également des boissons énergétiques, est-ce que ça n'a pas rendu le vin ringard et vieux? Est-ce que c'est pas une boisson de papy et de mamie? Alors, je pense surtout que c'est une boisson qui est devenue très chère. Ouais. Par rapport à la bière, hein, beaucoup de jeunes se tournent vers la bière. Il y a eu une mode des cocktails, etc. Bon, c'est bien parce que ça remet un peu Hemingway et toute cette période-là dans l'actualité, donc c'est sympathique. Mais c'est surtout que le vin, si vous faites un petit peu le calcul, je sais plus trop bien le faire moi de l'euro en francs, mais vous apercevez quand même que le vin a bien augmenté. Alors c'est dû effectivement à l'augmentation des matières premières, des matières sèches, hein, ce qu'on appelle les matières sèches, c'est les bouteilles, bouchons, etc., etc. Mais il y a eu aussi une tendance avec une mondialisation du vin à aller vers les marchés export et à vendre de plus en plus cher, ce qui a donné une image du vin très cher, alors qu'on trouve des vins pas chers du tout, notamment dans le Bordelais, qui a la réputation d'avoir des vins chers. 95% des vins dans le Bordelais sont très peu chers. Il y a beaucoup qui sont en dessous du prix de revient. C'est pour ça qu'il y a des exploitations aujourd'hui qui mettent la clé sous la porte. Et vous dites qu'il y a aujourd'hui une demande pour des vins autour de 10 €. Une demande très forte avec des vignerons qui vont peut-être s'adapter à ça. Puis on voit avec vous me corrigez si je dis une bêtise, mais la montée aussi des vins du Languedoc qui ont aussi un peu transformé ce marché. Oui, bien sûr, il y a une demande très forte, même si vous allez dans des magasins comme Nicolas, et là, leur offre en ce moment, c'est de faire des vins à moins de 10 €. Mais j'ai ressenti chez les cavistes, effectivement, une tendance à mettre en avant des vins peu chers et de qualité. C'est une folie de mettre, je sais pas moi, 100 ou 200 € dans une bouteille. C'est un produit de l'agroalimentaire. Moi, j'ai jamais acheté une bouteille très chère. Mais vous dites d'ailleurs que c'est devenu un produit de spéculation. Vous dites qu'il y a des gens qui achètent les vins mais qui ne les boivent pas. Alors bon, c'est le principe de la cave, mais il y en a qui achètent vraiment pour spéculer aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu leurs bouteilles, qui sont stockées à Hong Kong ou ailleurs et qui achètent uniquement parce qu'ils pensent pouvoir les revendre très cher. Aujourd'hui, s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça et que beaucoup de stocks sont pleins, y compris chez les négociants à droite à gauche. Mais à l'inverse, faire une sangria avec du pétrus, c'est un crime ou pas pour vous, le grand spécialiste? C'est une connerie, quoi, pour dire les choses simplement et peut-être un peu vulgairement. Mais vous savez, Jerry Lee Lewis avait mis du Coca-Cola dans du pétrus il y a tant de ça. Et le propriétaire de Taïwan à l'époque l'avait fait savoir à l'AFP, ça n'avait pas grandi l'image de Jerry Lee Lewis. Oui, mais vous avez ça en Espagne, je ne sais pas si vous connaissez le Tinto de Verano, où c'est du vin avec lequel on met soit du soda, soit de la boisson pétillante, mais c'est fait avec du vin, pas du bon vin, on va dire. Le principe de la sangria, c'est ça aussi. Hein. Le principe de la sangria ou du kir. Le chanoine Kir avait inventé tout ça avant tout le monde. Comment se débarrasser des stocks invendus quand on a du cassis produit en Côte d'Or. Le maire de Dijon, qui était le chanoine Kir à l'époque, copain de Khrouchtchev, autre, avait inventé ce qu'on a appelé le kir, qui était le Blancas, quoi. Blancas. Alors, la question, attention, j'aurais dû demander des roulements de tambour. Fait-on de bonnes affaires dans les foires au vin? Alors, on va en faire de plus en plus, bizarrement. Parce que, justement, il y a des surstocks un peu partout et on retrouve un peu l'ambiance qu'il y avait dans les années 80 quand les foires ont vraiment démarré. Il va falloir se débarrasser des surstocks. Déjà, cette année, je le signale dans le supplément du point. Un peu de bête sur les foires au vin. On épluche tous les listings de 30 enseignes. Ça fait à peu près, je sais pas, une dizaine de milliers de vins qu'on regarde les fausses soldes, etc., etc. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des vins qui ont... alors d'abord, les grands crus se sont stabilisés. On voit aussi des baisses de prix.
Et je pense que nos amis bourguignons, je suis bourguignon, nos amis bourguignons qui ont monté des prix très très forts ont aussi de plus en plus de mal à vendre des bouteilles qui sont hors de prix. Est-ce que les meilleurs vins sont encore français ou les Américains, la Floride et autres ont rattrapé leur retard sur nos vins, ou l'Espagne ou la Suisse, hein, il y a du bon vin aussi en Suisse. Oui, la Californie plutôt que la Floride. Oui, la Californie. Il y a des bons vins partout, et notamment en Italie, puisque vous parliez de l'Italie. Il y a des très bons vins en Italie. La France demeure quand même le leader, et c'est celui qui est le plus admiré de tous les vignobles du monde. Quand vous parlez à des vignobles australiens, à des vignerons australiens, ils disent en France, vous avez la chance, vous avez les grands terroirs et vous avez l'histoire, parce qu'on fait le terroir, c'est aussi le savoir-faire, et le savoir-faire, c'est quelque chose qui se construit. La Bourgogne, c'est pas construite en un jour. Hein. Non. Une auditrice me dit on trouve des bons vins dans des grandes surfaces type Lidl ou autres. Oui, il y a des sélections de vins qui sont aussi, on n'est pas obligé d'aller on peut trouver en grande surface, et c'est vrai que vous avez fait un boulot, je le dis pour nos auditeurs dans ce numéro du Point comme chaque année, un boulot colossal sur les différentes bouteilles, sur les différents vins qu'on peut trouver aujourd'hui dans les foires au vin. Et vous noterez, Valérie, qu'on a une sélection en foire au vin qui est aussi à moins de 12 €, parce que voilà, nous on estime que on peut trouver des très bons vins et se faire plaisir à moins de 12 € sans problème, et même à moins de 5 €, on en trouve aussi. Hein. Ouais. Les rosés, ça sert à quelque chose de payer ça cher ou pas? Ça, c'est ma question de l'été. Non. La réponse, c'est non, ça sert à rien de payer ça cher. Vous payez. C'est du marketing. Voilà, une bouteille qui ressemble à une bouteille de parfum. Et je crois d'ailleurs que en Côte-de-Provence et dans toute la Provence aujourd'hui, on a un petit peu des difficultés à vendre ces bouteilles très chères. Là. Dans quelques semaines, ça va être le Beaujolais nouveau, j'achète ou pas? Écoutez, le Beaujolais a fait une mue incroyable qui lui a coûté très cher sur le plan social. Hein. Faut savoir que dans la zone des Beaujolais villages, on a arraché la moitié du vignoble. Hein. Incroyable. Et dans les grands terroirs, ceux qui étaient en altitude et qui étaient très difficiles à travailler. Donc il y a eu une mue formidable de ce vignoble. Aujourd'hui, il a retrouvé le chemin des cavistes, il a retrouvé le chemin des restaurants. Et ce qu'on va trouver comme Beaujolais nouveau, c'est très souvent des vins de vignerons ou des vins de négociants qui ont un peu revu le cahier des charges et qui ne font plus le coup du goût de banane et tout ça, quoi. On a vraiment la chance de pouvoir goûter des très bons Beaujolais. Il faut en profiter parce que c'est encore des vins qui sont accessibles. Bon, vous aurez bien gardé plus longtemps, Jacques Dupont. Il y avait plein de questions pour vous, mais on vous retrouve dans le supplément. On retrouve votre sélection dans le supplément du Point avec des coups de projecteur sur des régions. Vous parlez du Chablis, vous parlez du Sancerre, et les vidéos des Bordeaux, sur le site. Et les vidéos. Et voilà. Les gens peuvent nous poser des questions sur le site du Point. Bon, on irait. Merci à vous. Et puis nous aussi, on a notre émission sur Sud Radio, Invino. C'est l'actualité du vin entre 13h30 et 14h, tous les samedis et dimanches avec Alain Marty. Voilà. Merci à vous, Jacques Dupont, d'avoir été avec nous. Le Point en kiosque pendant 3 semaines pour découvrir, avoir les meilleurs conseils. Voilà. Je n'irai pas qu'à par 4 chemins. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.